Voilà. Donc, théorème d'équipartition. Donc, je vais l'énoncer, puis je vais le prouver un petit peu plus tard. Donc, ce que ça dit, c'est que pour un système classique, je vais plutôt prendre l'autre crayon. Donc, chaque degré de liberté entrant quadratiquement dans l'expression pour l'énergie. Contribue une demi KBT à l'énergie totale moyenne. Donc, les exemples, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde le gaz parfait, d'accord? Donc, le gaz parfait, son énergie, c'est somme donc, par degré de liberté ici, je n'ai pas spécifié, j'aurais dû spécifier, ça peut être une position ou une quantité de mouvement. D'accord? C'est des degrés de liberté différents. Au Q, une coordonnée généralisée, puis M, sa quantité de mouvement généralisée correspondante. Vous allez voir en mécanique 2. Donc, somme sur I des PI carrés sur 2M. Ça, c'est l'expression pour l'énergie. Pour une valeur donnée des pays, etc. Donc, quand je calcule l'énergie moyenne du point de vue thermodynamique, qu'est-ce qui se passe? J'ai combien de degrés de liberté ici? Ben, j'en ai 3 par particule. J'ai n particules, donc I égale de 1 à n. Donc, ça veut dire que j'ai une demi-degré de liberté, une demi-KBT par degré de liberté, donc une demi-KBT. Puis j'ai combien de degrés de liberté? Ben, j'en ai 3n. Hein, fait qu'on retrouve 3 demi NKBT. Maintenant, un autre exemple, c'est le setter harmonique. Hein, disons que j'ai le setter harmonique, j'ai une demi M, donc une demi P carré sur M encore. Plus une demi KX carré. Donc, quelle va être la contribution de l'oscillateur harmonique à l'énergie totale? Hein, j'ai donc en moyenne thermique, moyenne sur l'ensemble canonique, je vais avoir une demi KBT de ça, puis une demi KBT de ça aussi. Donc, je vais avoir KBT. Donc, vous voyez, là, c'est important, l'énergie thermique, KBT, on est porté à penser que c'est toute de l'énergie cinétique, mais non, non, non. On peut avoir de l'énergie potentielle aussi là-dedans. Donc, ça,
la moyenne thermique de ça, ça va être KBT. Donc, une demi pour chacun de ces degrés de liberté-là. Un autre exemple, c'est le mouvement brownien. Donc, supposons que j'ai donc un gaz parfait ou un liquide, peu importe. Puis, j'ai une particule, par exemple, 1 micromètre de grand. Hein? Donc, qu'est-ce que ça va être son énergie totale? Bien, ça va être P carré sur 2 M, où M est la masse de la grosse particule d'un micron. Puis ça va donner, donc mon théorème me dit que ça va me donner donc 3 demi KBT. Pourquoi 3? Parce que j'ai 3 composantes à quantité de mouvement. Donc ça veut dire que si je regarde par exemple Px carré moyen pour cette particule-là, ben, ça va être égal à mKBT sur 2. On a une demi qui est... Attendez un petit peu. P carré sur 2m, donc j'ai 2m, c'est ça. 2m KBT sur 2, donc le m va disparaître. J'ai regardé juste une composante, d'accord? Maintenant, supposons que je veux la vitesse. La vitesse au carré dans la direction X. Mais là, il faut que je divise ça par m carré. D'accord? Donc, ça va donner un m KBT divisé par m carré. Donc, ça va donner KBT sur m. Donc, ça vient du bon sens. Plus la particule est grosse, moins il y a d'agitation. C'est bon? Plus, quand vous allez regarder au microscope, il y avait, dans la présentation de Gary Slater, il y avait des belles photos, des beaux vidéos de ce résultat-là. Donc, même si la particule est très, très grosse, il va toujours y avoir une agitation thermique. Mais heureusement, hein, si on met ma masse à moi, là, je veux dire, ça ne sera pas grand-chose. D'accord? En gros, ça prend des particules de quelques microns. Donc, c'est Buffon et Spallanzani. Je prononce mal son nom, là, qui ont d'abord découvert ce phénomène-là, du mouvement brownien. Mais c'est Brown, justement, qui vraiment l'a examiné comme il faut. Donc, Brown, il a vu qu'il y avait des particules qui bougeaient dans son microscope. Donc, il s'est dit, bon, ben, ça doit être parce que c'est vivant et ça bouge. Mais il a dit, bon, on va vérifier quand même. Donc, il a mis du sable ou en tout cas des particules où il a tué il a tué les bactéries, je ne sais pas. Donc, Brown, c'est lui qui a découvert aussi, si je me souviens bien, le noyau dans les cellules, mais en tout cas, indépendamment de ça. Donc, il a vérifié que ce n'était pas dû à la vie, que c'était quelque chose qui se passait même pour des particules complètement inertes. Puis, donc, ça, c'est en 1828. Puis, c'est un phénomène qui était inexpliqué. Les gens ont essayé toutes sortes de choses pour l'expliquer. Ils ont dit c'est la capillarité, c'est sa table qui vibre, c'est la chaleur du microscope. Mais en fait, même, ça c'est Brown, Faraday, en 1829, a fait des démonstrations du phénomène lors de ses conférences du vendredi. Donc, il donnait
le vendredi à la Royal Society, il donnait des conférences grand public. Il a démontré ce phénomène-là. Mais sans explication, mais avec beaucoup d'admiration pour Brown qui rapportait ses données expérimentales sans prétendre qu'il avait compris exactement ce qui se passait, mais en assurant que c'était vraiment quelque chose de bien. Ça demeurait un grand problème. Puis là, quand la mécanique statistique a commencé dans les années 1850, mais c'est devenu un peu à la mode, mais il n'y a pas de solution qui a été trouvée, alors que vous voyez que la solution était quand même assez simple. Une vraie solution, ça a fallu attendre dans Einstein en 1905, je vais vous en parler un petit peu. Mais en 1904, même Poincaré recommandait aux jeunes naturalistes de ne pas regarder dans un microscope parce qu'ils allaient voir le monde tourner à l'envers. C'est-à-dire que si on regarde dans un microscope puis que le système est à l'équilibre thermique, on ne devrait pas être capable de générer de mouvement parce que pour générer un mouvement, ça prend des réservoirs à des températures différentes. Et là, on voit les particules qui bougent, donc on génère du mouvement. Est-ce que ça viole la deuxième loi de la thermodynamique? Question. La réponse est non, parce que la deuxième loi de la thermodynamique, ça s'applique à des systèmes macroscopiques. On peut toujours avoir des fluctuations. C'est ça que la physique statistique nous révèle. On peut toujours avoir des fluctuations. L'entropie peut baisser par rapport à son maximum. La probabilité est très, très faible. Mais quand les particules sont suffisamment petites, c'est possible. À peu près 1 micron, c'est à peu près ce qu'il faut pour voir au microscope. Donc, Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a reconnu que la chaleur, il y avait une notion statistique à la chaleur. Et puis aussi, il a dit que, écoute, x carré, ça va être, donc c'est une marche aléatoire, donc ça va être proportionnel à la racine carrée du temps pendant lequel on regarde. Puis, il y a une constante de diffusion D. Puis, il a dit, la valeur de la constante de diffusion, il l'a trouvée. Je vais juste vous donner les résultats sans l'expliquer. C'est égal à KBT fois 6 pi fois la viscosité fois le rayon de la particule. Ça, c'est la loi de Stokes, ça s'appelle. Donc, Perrin, en 1909, a mesuré ça. D'accord? Alors que la façon dont il s'est procédé, Gary Slater l'a expliqué. Donc, il était avec un assistant. Il a réussi à transférer l'image du microscope sur le plafond. Ça permettait d'agrandir beaucoup. Puis là, il comptait, mettons, 1, 2 à chaque seconde avec une horloge. Puis son assistant regardait, suivait la particule, puis pouf, il mettait un point à chaque seconde, si vous voulez. Ou à chaque demi-seconde, je ne sais pas. Puis là, ça fait un carton ou une feuille remplie de points. Puis ça a permis de calculer x carré moyen. Puis comment est-ce que ça dépendait du temps, donc ça permettait de trouver la constante de diffusion. Pourquoi c'était super important de trouver la constante de diffusion? Parce que tout ce qu'on connaissait, c'était la loi des gaz parfaits. Hein? PV est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température. Donc, la constante des gaz parfaits, ça se mesure parce qu'on sait mesurer une mole. Une mole, c'est contenu dans un gaz contenu dans 22,4 litres à TPM, température pression normale. Donc, on sait ce que c'est une mole, on sait ce que c'est R, mais ce qu'on ne sait pas, hein, c'est que nu R, c'est égal au nombre de particules fois KBT. Puis nu, qu'est-ce que c'est? Nu, c'est le nombre de moles, donc c'est le nombre d'Avogadro. Donc, R, donc je vais remplacer nu. R, ça se trouve être égal au nombre d'Avogadro fois KB. Ça marche. Puis, donc,
nu NA KB, c'est égal à R. On sait mesurer le mol, on sait mesurer R. Alors, si on réussit à trouver la constante de Boltzmann, qui apparaît ici, ce qu'on vient de faire, c'est mesurer le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc, pour Perrin, c'était une preuve de l'existence des atomes. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les atomes, justement, qui explique toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on réussit à mesurer le nombre d'Avogadro. Donc, Einstein, dans sa thèse de doctorat, puis dans les années qui ont suivi, il a trouvé 3 façons différentes de mesurer le nombre d'Avogadro. Donc, ça, par le mouvement brownien. L'autre, c'est par la pression osmotique. Puis le troisième, c'est avec les photons. Puis donc, ça a donné vraiment beaucoup de crédibilité à l'existence des atomes. Donc, dans les quelques minutes qui restent, ça va, est-ce qu'il y a des questions? Dans les minutes qui restent, je vais vous prouver le théorème d'équipartition. Donc, la fonction de partition Z, on a dit que c'était égal à 1 sur n factoriel fois la constante de Planck exposant le nombre de degrés de liberté fois l'intégrale dQ1 jusqu'à dQ F. Donc, le degré de liberté, j'ai plutôt mis, j'ai combiné un Q et P, intégrale dP1 dPF, fois l'exponentielle de moins bêta. Donc, ici, je vais mettre A1 fois Q1 au carré plus le reste. D'accord? Donc, vous voyez, ce degré de liberté-là, ça peut être une coordonnée Q, ça pourrait être une coordonnée P. L'idée, c'est que je peux la mettre en évidence. D'accord? Donc, ici, j'ai 1 sur n factoriel h à la f fois l'intégrale de dQ1, l'exponentielle de moins bêta A1 Q1 au carré, fois le reste. Donc là, ce que je vais trouver, c'est la contribution à l'énergie de cette coordonnée-là. Donc, je vais prendre le log de Z. Donc, ce qui dépend de cette coordonnée-là, c'est donc le log de l'intégrale dQ1 exponentielle de moins bêta A1 Q1 carré, plus le reste, d'accord? Parce que le log de cette intégrale-là, puis le log de ça, ce n'est pas la contribution de ce degré de liberté-là à la fonction de partition. En fait, pour trouver cette contribution-là, j'ai juste à dériver. Je vais juste prendre la dérivée du log de Z. Donc, dérivé par rapport à bêta avec un signe moins du log de Z. Ça me donne l'énergie totale. Mais bon, je ne veux pas savoir la contribution qui vient de tout le reste. Je veux savoir juste la contribution qui vient de ça ici. Donc, la contribution à l'énergie qui vient de la particule 1, c'est égal à moins d bêta du log de l'intégrale dQ1 exponentielle de moins bêta A1 Q1 au carré. Donc, je n'ai même pas besoin de faire l'intégrale. C'est ça qui est joli ici. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est juste, vous voyez, donc ici, j'ai Q1. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine
de bêta A1 Q1. Donc, racine de A1 bêta divisé par racine de A1 bêta. Pourquoi c'est utile, ça? Parce que ça va me donner que E1 est égal à moins D bêta fois le log de 1 sur racine de A1 bêta plus le log de, ici j'ai une intégrale, vous voyez, qui va de moins l'infini à l'infini. Puis je peux remplacer, donc maintenant j'ai racine de 1 bêta Q1 que je peux appeler X. D'accord? Donc ça, c'est rendu ma variable X carré. Donc X carré. Puis ça ici, je vais combiner avec ça ici pour obtenir X. Donc, tout ça ici, cette intégrale-là, ça ne dépend plus. Ça ne dépend plus de bêta ou de rien. Il y a juste ça ici qui dépend de bêta. Donc, excusez ma parenthèse, est mal placée ici. Donc, ça, je peux écrire ça comme plus dd bêta du log de racine de A1 bêta. Et puis, le racine de A1 bêta, c'est juste exposant une demi. Hein? Donc, je peux mettre ça exposant une demi. Puis quand je dérive par rapport à bêta, ben voilà, je n'ai pas besoin de dériver le A1. Le 1/2 va venir en avant. Puis je vais avoir 1 sur 2 bêta qui est égal à 1/2 KBT. Ça va? Donc la preuve est vraiment très simple. Il suffit de factoriser le degré de liberté. Et puis voilà. Donc ce truc-là de s'assurer, vous voyez, l'intégrale, j'aurais pu la faire, c'est une gaussienne, mais je n'ai même pas besoin de la faire. Donc ce truc-là de changer de variable pour essayer de faire ressortir les dépendances en température, etc., c'est un truc qui est très utile. D'accord? Pas juste en physique statistique, là, on fait ça souvent. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc désolé du retard, j'arrête ici.